Alors dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices sur le dénombrement et nous allons commencer tout d'abord par l'exercice 1. Donc de nombreux restaurants font le choix de proposer peu de plats différents à la carte pour garantir des produits frais et du fait maison. Dans un certain restaurant, on a le choix entre 3 entrées, 2 plats et 4 desserts. Et on se demande combien est-ce qu'il y a de menus différents possibles. Donc à la question 1. Alors pour cela, on va utiliser le principe multiplicatif. On a le choix entre 3 entrées au départ, ensuite on a 2 plats possibles, et ensuite on a 4 desserts possibles. Donc en tout, on aura 6 x 4, soit 24 menus différents possibles. Alors on peut voir ça sous la forme d'un arbre. Donc au départ, on a 3 entrées différentes, donc 3 branches qui partent d'un même nœud. À partir de ces 3 entrées, on a 2 plats, donc 2 branches qui vont partir de chacun de ces nœuds. Et ensuite, des 2 nœuds qu'on obtient, on aura 4 nouvelles branches qui partiront pour les 4 desserts. À la question 2, on a un adolescent qui a dans sa garde-robe 4 jeans, 5 pulls et 3 paires de chaussures. Il choisit au hasard un jean, un pull et une paire de chaussures et on se pose la question combien est-ce qu'il a de tenues différentes, de combien de façons différentes peut-il s'habiller. Donc de nouveau on utilise le principe multiplicatif. Donc on a au départ le choix entre 4 jeans, ensuite il aura un pull à capuche à choisir parmi 5, et ensuite il y aura 3 paires de chaussures possibles. Donc on aura ici 60 tenues possibles. Donc c'est la même chose, on peut voir la chose sous la forme d'un arbre. À la question 3, on a un match de foot et on a les joueurs des deux équipes qui sont composés de chacune de 11 joueurs qui se serrent la main. Il y a 3 arbitres qui serrent la main de chaque joueur et on se demande combien est-ce qu'il y a de poignées de main au total. Donc au départ, on va dénombrer le nombre de poignées de main qu'il y a entre les joueurs. Donc on choisit un joueur de la première équipe par exemple, et bien ce joueur il va serrer la main aux 11 joueurs de l'équipe adverse. On prend un deuxième joueur de cette même équipe, et bien lui aussi il va serrer la main aux 11 joueurs de l'équipe adverse, etc. jusqu'au 11e joueur de la première équipe. Donc pour les joueurs, on aura donc 11 x 11 poignées de main. Ensuite on a les arbitres, les 3 arbitres qui vont serrer la main à chacun des joueurs. Donc en tout il y en a 22. Donc il y aura donc 3 arbitres qui vont serrer la main à 22 joueurs. Donc finalement on aura donc 11 x 11, donc c'est-à-dire 121, plus donc 3 x 22, donc c'est-à-dire 66. Et en faisant la somme, on aura donc 187 donc poignées de main, en comptant les poignées de main entre joueurs et les poignées de main des arbitres aux joueurs. Corrigeons maintenant les exercices 2 et 3. Donc à l'exercice 2, on a la situation suivante. En première année de médecine, les QCM sont très utilisés pour sélectionner les étudiants. À Strasbourg, un QCM de biologie cellulaire autorisant une seule réponse par question comprend 60 questions, avec à chaque fois 4 réponses proposées. Et on se demande de combien de façons on peut répondre à ce questionnaire en répondant au hasard. Donc, combien est-ce qu'il y a de possibilités en tout. Alors à la première question, eh bien, on aura 4 réponses possibles. À la deuxième question, on aura aussi 4 réponses possibles. À la troisième question, on aura aussi 4 réponses possibles, etc. Jusqu'à la 60e question, où on aura aussi 4 réponses possibles. Donc en tout, on multiplie 4 60 fois. Donc ça nous donne 4 à la puissance 60 façons possibles de répondre à ce questionnaire, donc en répondant au hasard. Donc on a utilisé le principe multiplicatif, ici on a une P-liste. Faisons maintenant l'exercice 3. Donc à l'exercice 3, on parle de numéro de téléphone mobile qui commence en France par 06 ou 07 et comprennent ensuite 8 chiffres. Combien peut-on former de numéros de téléphone différents? Eh bien, il y a combien de chiffres en tout? On va de 0 à 9, donc en tout ça fait 10 chiffres possibles. Donc pour le premier chiffre, on aura 10 choix possibles. Pour le deuxième, on en aura 10 aussi. Pour le troisième aussi, etc. jusqu'au 8e. Donc ici, on va multiplier 10, 8 fois. Donc finalement, on obtiendra combien de numéros possibles? Eh bien, on obtiendra 10 puissance 8, donc numéros possibles. Et 10 puissance 8, ça correspond à combien ça? Donc, vous savez que 10 puissance 6, c'est 1 million. À 1 suivi de 6 zéros. Donc 10 puissance 8, eh bien, ce sera donc 100 millions de numéros possibles.
Corrigeons maintenant les exercices 4, 5 et 6. Donc à l'exercice 4, on a la situation suivante. À l'occasion d'une compétition sportive groupant 18 athlètes, on attribue une médaille d'or, une médaille d'argent et une de bronze. Et on veut savoir combien est-ce qu'il y a de distributions ordonnées possibles. Alors, donc pour la médaille d'or, on aura le choix entre 18 athlètes. Ensuite, pour la médaille d'argent, on ne peut pas reprendre le même athlète. Donc on aura le choix entre 17 athlètes. Et pour la médaille de bronze, pareil, on ne pourra pas choisir celui qui a déjà eu la médaille d'or ou celui qui a déjà eu la médaille d'argent. Donc on aura le choix entre 16 athlètes. Donc ici, on a un 3 arrangements. Donc on a 18 x 17 x 16, ce qui nous donne, donc en faisant le calcul à la calculatrice, 4896, donc distribution ordonnée possible. Voilà, donc ordonnée signifie que si par exemple mes athlètes, je leur donne des noms de lettres, le triplet A, B, C, donc A la médaille d'or, B la médaille d'argent, C la médaille de bronze, ce triplet ne sera pas le même que B à C par exemple. C'est B qui a la médaille d'or, A la médaille d'argent, et C la médaille de bronze. Faisons maintenant l'exercice 5. Donc à l'exercice 5, on a la situation suivante. On a un clavier de 12 touches, avec 2 lettres et 10 chiffres, qui permet de composer un code d'entrée d'un immeuble, avec une lettre, donc A ou B, suivi d'un nombre de 3 chiffres, donc distincts ou non. Alors à la première question, on veut savoir combien est-ce qu'il y a de codes différents en tout. Donc au départ, on a le choix à faire entre 2 lettres, A ou B, donc on aura 2 possibilités. Ensuite, on a un nombre de 3 chiffres, donc avec les 3 chiffres à prendre parmi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc parmi 10 possibilités. Ensuite, on aura un autre chiffre à choisir, et enfin un autre chiffre à choisir. Donc finalement, on aura donc 2000 codes possibles qu'on peut former en tout. À la deuxième question, on introduit une contrainte. On veut savoir combien est-ce qu'il y a de codes sans le chiffre 1. Donc au départ, on a tout le choix entre les 2 lettres, A ou B. Et ensuite, on n'aura non pas le choix entre 10 chiffres, mais entre 9 chiffres. Donc les chiffres qui sont 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y aura plus le 1 dedans. Donc on aura 2 x 9 x 9. Et en faisant ça à la calculatrice, on trouve 1458 codes possibles. Donc sans le chiffre 1. À la question 3, on cherche le nombre de codes comportant cette fois-ci au moins une fois le chiffre 1. Alors, donc là, on va réfléchir un petit peu par rapport à la question précédente. Donc, on veut connaître le nombre de codes comportant au moins une fois le chiffre 1. À la question précédente, on a compté le nombre de codes qui ne comportent pas le chiffre 1. Donc, autrement dit, si on fait le nombre de codes total, moins le nombre de codes qui ne comportent pas le chiffre 1, donc 1458, eh bien les codes restants, ce seront les codes qui contiendront au moins une fois le chiffre 1. Vu que 1458, c'est le nombre de codes qui ne comportent pas le chiffre 1. C'est-à-dire que les autres, ils comportent au moins une fois le chiffre 1. Donc 2000 moins 1458, eh bien ça nous fera donc 542 codes donc, qui comportent au moins une fois le chiffre 1. À la question 4, on veut dénombrer le nombre de codes comportant des chiffres distincts. Donc on va compter ça directement. Au départ, on a le choix entre A ou B. Ensuite, on a le choix entre tous les chiffres de 0 à 9. Donc on a 10 possibilités. Ensuite, vu qu'on veut des chiffres distincts, eh bien on ne peut pas reprendre le chiffre déjà pris. Donc on n'a plus que 9 possibilités. Et enfin, pour le troisième et dernier chiffre, on ne pourra pas reprendre l'un des deux qu'on a déjà choisi. Donc on aura 8 possibilités. Donc en faisant ça avec la calculatrice, on obtiendra 1440 donc codes possibles ne comportant que des chiffres distincts. À la question 5, on cherche le nombre de codes comportant au moins 2 chiffres identiques. Donc là, ça va être le même raisonnement qu'à la question 3. À la question 4, on a compté le nombre de codes comportant que des chiffres distincts. Donc si on fait le nombre de codes total moins le nombre de codes comportant des chiffres distincts, eh bien les codes restants, ce seront les codes qui ne comportent pas que des chiffres distincts, c'est-à-dire qui comportent au moins 2 chiffres identiques. Donc là, 2000 moins 1440, on trouve combien? Eh bien on trouve 560 codes possibles
qui comporte au moins 2 chiffres identiques. Et enfin, à l'exercice 6, on a la situation suivante. Après les prolongations, un entraîneur de foot doit choisir un ordre de 5 joueurs de son équipe, de 11 joueurs pour les tirs au but, et on cherche combien est-ce qu'il y a de possibilités. Eh bien, pour le premier joueur, on a le choix entre 11 joueurs. Ensuite, pour le deuxième joueur, on a le choix entre 10 joueurs. Ensuite, pour le troisième joueur, on a le choix entre les 9 joueurs qui restent. Ensuite, x 8. Et ensuite, il nous en manque un encore x 7. Donc on aura 11 x 10 x 9 x 8 x 7 que l'on fait à la calculatrice. Et on trouve finalement 55 440 donc possibilités de faire donc un 5-uplet de joueurs. Corrigeons maintenant des exercices 7 et 8. Donc à l'exercice 7, on a que le professeur principal d'une classe de seconde doit distribuer un nouveau masque à chacun de ses 27 élèves. Il faut établir une liste de passages et on cherche combien est-ce qu'il y a de manières de constituer cette liste. Et bien pour le premier élève, on a le choix entre 27 élèves. Pour le suivant, il y aura 26 possibilités dans la liste. Ensuite pour le suivant, 25, etc. Jusqu'à l'avant-dernier, on aura 2 possibilités. Et pour le dernier, il en restera qu'un. Donc ici, on trouve factoriel 27 possibilités, factoriel 27 listes possibles donc pour cette classe. À la question 2, on cherche le nombre d'anagrammes du mot masque, du mot sortir et du mot ninon. Alors un anagramme, c'est quoi? Eh bien, c'est juste une redisposition des lettres d'un mot par rapport à un autre. Alors pour le mot masque, donc dans le mot masque, il y a 6 lettres en tout. Donc si on veut former un anagramme du mot masque, donc pour la première lettre, on aura 6 possibilités. Pour la deuxième lettre à placer, eh bien on n'aura plus que 5, vu qu'on en aura déjà pris une. Pour la troisième possibilité, il n'y en aura plus que 4, etc. Donc en tout, pour le mot masque, il y a factoriel 6, donc anagramme, donc possible, donc pour le mot masque. Alors voyons combien on a d'anagrammes possibles pour le mot sortir. Alors d'ailleurs factoriel 6, on va donner le résultat, c'est 720, donc anagrammes. Donc pour le mot sortir, ça va être un petit peu différent. Pourquoi? Eh bien parce que dans le mot sortir, vous voyez qu'il y a 2 fois la même lettre. Il y a 2 fois la lettre R. Il y a aussi 6 lettres en tout, donc on se dit c'est la même chose, c'est factoriel 6, sauf que vu qu'il y a 2 fois la même lettre, il y a 2 fois la lettre R, eh bien il y aura forcément moins d'anagrammes. Alors voyons ce qui se passe si ça n'avait pas été les 2 mêmes lettres, donc dans le mot sortir. Donc autrement dit, si on distingue les R, si on les appelle R1 et R2. Donc si on les appelle R1 et R2, et qu'il y a donc 6 lettres différentes, et bien en tout on aura factoriel 6 anagrammes, 720 anagrammes comme pour le mot masque. Alors combien il y a de façons de permuter R1 et R2? Il n'y en a qu'une seule autre, c'est si on met R2 d'abord, et qu'on met R1 à la fin. Voilà. Donc ces 2 possibilités en fait n'en forment qu'une seule. Si on dispose autrement les lettres, donc pour le mot sortir, eh bien on pourrait par exemple avoir R1 en premier, ici, ensuite le S, ensuite O, ensuite T, ensuite I, et ensuite R2. Et donc en permutant les 2 R, on pourrait avoir R2 en premier, ensuite le S, ensuite le T, le I et le R1. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque fois on a 2 possibilités. Si on permute, si on distingue R1 et R2. Donc à chaque fois ces anagrammes n'en forment en fait qu'une seule. Donc finalement, on aura combien d'anagrammes? Eh bien on en aura le nombre précédent, mais divisé par 2. Voilà. Donc on aura 360 donc anagrammes possibles pour le mot sortir. Alors voyons maintenant ce qu'on obtient avec le mot ninon. Donc le mot ninon, il est particulier parce qu'il y a 3 fois la lettre N. Alors, donc comme tout à l'heure, si on distingue les N, donc si ce sont 3 lettres différentes, eh bien vous savez qu'en tout, vu qu'il y a 5 lettres dans ninon, on aurait factoriel 5
anagrammes différents. Donc vous savez qu'on en aura moins, vu que quand on permute les n, en fait, on obtient la même chose. Donc si on distingue les 3 n et qu'on les dispose différemment, eh bien quelles sont les possibilités qu'on a? Eh bien on pourrait laisser n1 d'abord au début, on pourrait permuter n3 et n2, ensuite on pourrait mettre n2 au début, et on pourrait mettre n1 et n3 ensuite, on pourrait laisser n2 au début et mettre n3 ensuite, puis n1, on pourrait mettre n3 au début, ensuite i, ensuite n1, puis n2, et on pourrait mettre n3 au début, et mettre n2, et enfin n1 à la fin. Donc vous voyez que si on distingue les n, en tout, on a 6 possibilités différentes. Donc si on distingue les n. Donc ici, on aura non pas factoriel 5 anagrammes possibles, mais ces factoriel 5 anagrammes, on doit les diviser à chaque fois par le nombre de possibilités qu'on a de permuter n1 et n2 et n3. Donc autrement dit 6. Voilà. Alors 6, c'est justement factoriel 3. Donc ici, en fait, factoriel 5 sur 6, ça nous donnera juste 5 fois 4, en fait. Donc on aura 20 anagrammes possibles, donc pour le mot Ninon. Et donc si on a un mot d'un certain nombre de lettres avec 4 lettres identiques, et bien ce sera la même chose, on prendra le nombre d'anagrammes total, si toutes les lettres sont distinctes, sur factoriel 4. Corrigeons maintenant l'exercice 8. Donc à l'exercice 8, on a la situation suivante. On dispose 37 albums, les 37 albums de la série Astérix sur une étagère. Donc tout d'abord, combien est-ce qu'il y a de rangements possibles? Donc de nouveau, c'est une permutation ici. Eh bien, il y a 37 factoriels rangements possibles. Et à la question 2, on précise qu'il y a 3 de ces albums qui comportent Obélix dans le titre. Et on voudrait connaître le nombre de rangements possibles, tel que ces 3 livres, donc soit côte à côte. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. Donc on veut que ces 3 livres soient côte à côte. Donc on va d'abord voir le nombre de façons qu'on a de placer le premier de ces 3 albums. Donc on peut mettre les 3 albums au début, en position 1, 2 et 3. On peut mettre les 3 albums en position 2, 3 et 4. On peut mettre les 3 albums en position 3, 4 et 5, etc. Jusqu'à, au plus loin, tout à droite sur l'étagère, on peut les mettre en position 35, 36 et 37. Donc l'emplacement de ce bloc de 3 albums, il y en a combien? Donc il y a combien de façons de les placer? Eh bien il y en aura 35. 35 façons de placer ce bloc de 3. Ensuite, dans ce bloc de 3, appelons-les A, B et C, ces 3 albums qui comportent Obélix dans le titre. Combien de façons il y a de les placer? Il y a ABC, il y a BAC, CAB, etc. Donc pour le premier album, il y a 3 possibilités. Pour le deuxième, il n'y en a plus que 2, vu qu'on a déjà placé le premier. Et pour le troisième, il n'y en aura plus qu'une. Donc autrement dit, il y aura factoriel 3 possibilités de disposer ces 3 livres dans le bloc. Et ensuite, maintenant qu'on s'est intéressé aux dispositions de ce bloc de 3, comment est-ce qu'on peut placer tous les livres restants? Tous les livres restants, il en reste combien? Il en reste 34. Eh bien, il y aura factoriel 34 façons de ranger les 34 livres qui restent. Donc à l'exercice 9, on va calculer des combinaisons et on va compléter le triangle de Pascal. Donc avant de compléter et de calculer les combinaisons, on va rappeler 2 formules qui nous seront utiles. Donc tout d'abord celle qui donne k parmi n. K parmi n, c'est n fois n-1 fois n-2, etc. jusqu'à n moins k plus 1. Le tout sur factoriel k. Donc ça, c'est la formule qui est utile. Et ensuite, autre chose qui sera utile, c'est que k parmi n, le nombre de façons de choisir k éléments parmi n, c'est la même chose que le nombre de façons de choisir n-k éléments parmi n. Donc autrement dit, par exemple, 2 parmi 5. Si vous choisissez 2 éléments parmi 5, le nombre de façons de choisir 2 éléments parmi 5, c'est le nombre de façons de choisir 3 parmi 5. C'est ce qui reste à chaque fois. Donc c'est parti. Donc 1 parmi 6, le nombre de façons de choisir un élément parmi 6, ça vaut 6 directement. Ensuite, on va calculer 3 parmi 7. Donc 3 parmi 7, on va utiliser la formule rappelée, justement au-dessus.
Donc ce sera 7 fois 6 fois 5 sur factoriel 3. Alors, on aura 7 fois 6 fois 5 sur factoriel 3, c'est 3 fois 2. Et 3 fois 2, ça donne 6. Donc on peut simplifier les 6, il nous restera juste 35. On calcule ensuite 5 parmi 7. Alors, 5 parmi 7, on va utiliser la deuxième formule rappelée au-dessus. On pourrait calculer directement 5 parmi 7, mais c'est plus facile de calculer 2 parmi 7. Donc, parce qu'on aura directement 7 fois 6 sur 2. Donc on aura directement 21. Ensuite, on a à calculer 4 parmi 12. Donc 4 parmi 12, eh bien ça va faire quoi? Ça va faire 12 fois 11 fois 10 fois 9, à diviser par donc factoriel 4. Alors là, on va essayer de simplifier le maximum de choses possibles. Alors, factoriel 4, tout d'abord, eh bien c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, donc on va essayer de faire apparaître 4, 3 et 2 au-dessus. Alors pour 12, ce sera 4 fois 3. Donc là, on a déjà fait apparaître 4 et 3 qu'on peut simplifier direct. 11 ne va pas bouger. Ensuite, 10, on peut dire que c'est 5 fois 2, par exemple, pour faire disparaître le 2 avec le 2 qu'on a en bas. Et enfin 9, il ne bouge pas. Hein. Donc finalement, il nous restera quoi? Eh bien, il nous restera 11 fois 5 fois 9. Et ça nous donne 495. Voilà, donc 4 parmi 12, c'est 495. On peut calculer avec ça 8 parmi 12. Eh bien 8 parmi 12, c'est directement 4 parmi 12. Donc autrement dit, ce qu'on vient de trouver à l'instant, 495. Qu'est-ce qu'on a encore à faire? On a à faire 0 parmi 15. Alors le nombre de façons de choisir 0 élément parmi 15, il n'y en a qu'une seule, c'est d'en choisir aucun. Donc on aura 1. On a ensuite 3 parmi 15 à calculer. Alors 3 parmi 15, ça nous donnera 15 fois 14 fois 13 sur factoriel 3, donc 3 fois 2 fois 1. On va essayer de simplifier ça. Alors, 15 c'est 3 fois 5, donc il nous restera 5 en haut. Et 14 c'est 7 fois 2, donc en simplifiant le 2, il nous restera que 7 en haut. Donc on aura 5 fois 7 fois 13. Et 5 fois 7 fois 13, ça nous donne 455. Voilà. Et enfin, il nous reste 10 parmi 15. Alors 10 parmi 15, on va utiliser de nouveau l'autre formule, c'est la même chose que 5 parmi 15. Et 5 parmi 15, ça va nous donner alors 15 fois 14 fois 13 fois 12, il en manque un encore, fois 11, sur factoriel 5. Factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc on va essayer de nouveau de faire des simplifications. Alors tout d'abord, 15, c'est 5 fois 3, donc tout ça on peut le simplifier. 12, c'est 4 fois 3, donc on barre le 4, il restera 3. Et enfin, 14, c'est 7 fois 2, donc on simplifie le 2, et il nous restera 7 en haut, et le 2, on le simplifie avec ce qu'il y a en bas. Donc finalement, il nous restera 7 fois 13 fois 3 fois 11, et ça va nous donner combien? 7 fois 13 fois 3 fois 11, et bien ça va nous donner 3003. Voilà. Alors maintenant, on peut construire le triangle de Pascal jusqu'à n égale à 6 et en déduire la valeur de 3 parmi 5 et 4 parmi 6. Alors dans le triangle de Pascal, on place les valeurs de k en colonne. Donc on commence à 0 et on place les valeurs de n en ligne. On commence aussi à 0. Alors et ensuite, on va compléter ce triangle. Enfin, ce tableau plutôt. Donc au départ, 0 parmi 0, c'est déjà complété, ça nous donne 1. Donc le nombre de façons de choisir 0 élément parmi 0, vous en choisissez aucun, donc ça donne 1. Ensuite, le nombre de façons de choisir 0 élément parmi 1, il n'y a qu'une seule façon, c'est d'en choisir aucun, donc on aura de nouveau 1. Le nombre de façons de choisir 0 élément parmi 2, ce sera aussi une seule façon, en choisir aucun, etc. Donc dans la première colonne, on n'a que des 1. Ensuite, le nombre de façons de choisir un élément parmi 1. Il n'y en a qu'une seule, c'est de le choisir. Le nombre de façons de choisir 2 éléments parmi 2, c'est de prendre les deux, donc il n'y a qu'une seule façon.
Et donc sur la diagonale, de la même façon, on n'aura que des 1. Voilà. Et maintenant, pour calculer les valeurs qui manquent, on va utiliser le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal, qu'est-ce qu'il dit? C'est une formule qu'on a vue dans le cours, donc qu'on va rappeler à cet endroit. Donc, formule qui dit la chose suivante, qui dit que, alors, le nombre de façons de choisir k plus 1 élément parmi n plus 1, eh bien, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à la chose suivante. Donc, c'est égal au nombre de façons de choisir, alors, k plus 1 élément parmi n, plus le nombre de façons de choisir k éléments parmi n. Alors ça, autrement dit, ça va s'appliquer comment? Pourquoi est-ce que ça s'applique? Ça s'appelle triangle de Pascal. Eh bien, si on fait 1 plus 1 ici, eh bien, le résultat se marquera à cet endroit. Donc autrement dit, on aura 2. Et là, on voit se former un triangle, si on veut. Donc c'est de là que vient la dénomination triangle de Pascal. Donc de la même façon, on aura, pour cette valeur-là, on fait 1 plus 2, donc les deux valeurs au-dessus, donc on aura 3. De la même façon, pour la valeur suivante, ici, on fera 2 plus 1, donc on retrouvera 3. Si on passe à la ligne en dessous, on fera 1 plus 3, donc pour obtenir 4. Ici, on fera 3 plus 3, donc pour obtenir 6. Ici, 3 plus 1 pour obtenir 4, etc. Donc là, on aura 1 plus 4, donc 5. Ici, 6 plus 4, donc 10. Ici, 6 plus 4 plus 10 aussi. Ici, 4 plus 1, donc 5, etc. jusqu'à la dernière ligne. Donc on aura 6, 15, 20, 15 et 6. Et maintenant, dans ce tableau, on peut lire donc, les deux valeurs qui nous sont demandées. Donc à savoir 3 parmi 5. Donc on se place à 3 pour la valeur de k et on cherche 5 pour la valeur de n. Donc finalement, ici 3 parmi 5 vaudra donc 10. On peut maintenant chercher 4 parmi 6. Donc on se place à 4 donc dans la colonne des k et on descend à 6 dans la colonne des n, dans la ligne des n. Donc ici on aura 4 parmi 6 qui vaut 15. Donc 4 parmi 6 qui vaut 15. Voilà. Donc ces deux valeurs on peut les calculer comme on l'a fait à la question 1 ou on peut les retrouver dans ce triangle directement. Corrigeons maintenant l'exercice 10. Donc à l'exercice 10, on a la situation suivante. Dans la série La Casa de Papel, une bande de 8 braqueurs fait un casse à la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Cette bande est constituée de 2 femmes et 6 hommes. Et un groupe de 3 braqueurs doit descendre au sous-sol pour organiser la construction d'un tunnel. Donc à la première question, on cherche le nombre de façons qu'il y a de constituer ce groupe. Donc on veut choisir 3 personnes parmi 8 braqueurs. Donc on a à calculer juste 3 parmi 8. 3 parmi 8, ça va nous donner 8 fois 7 fois 6 sur factoriel 3. Donc 3 fois 2 se simplifie avec 6, donc on aura 56 façons de constituer ce groupe de 3 braqueurs parmi 8. À la deuxième question, on cherche le nombre de façons de constituer ce groupe si on veut qu'il comporte 2 femmes et un homme. Alors, on veut choisir 2 femmes parmi un groupe de 2 femmes. Donc là, il n'y aura qu'une seule possibilité. Et ensuite, on veut choisir un homme parmi 6 hommes. Donc on veut choisir un homme parmi 6 hommes. Un homme parmi 6 hommes, il y a 6 possibilités. Donc finalement, on aura 1 fois 6 façons de constituer ce groupe avec 2 femmes et un homme. Donc on a utilisé ici les combinaisons et le principe multiplicatif. À la question 3, on souhaite connaître le nombre de façons de constituer ce groupe si on veut qu'il comporte une femme et 2 hommes. Donc on veut choisir une femme parmi un groupe de 2 femmes, et on veut choisir les 2 hommes restants parmi un groupe de 6 hommes. Donc 1 parmi 2, ça nous donnera 2, et 2 parmi 6, on le calcule, donc ça nous donnera 6 fois 5 sur 2. Donc on aura 2, les 2 se simplifient en fait, donc directement. Donc on aura 6 fois 5, donc 30 façons de constituer le groupe de cette manière-là.
À la question 4, on veut connaître le nombre de façons de constituer ce groupe si on veut qu'il comporte au moins une femme. Alors, le contraire de comporter au moins une femme, c'est qu'il n'y ait aucune femme dans le groupe. Donc on va dénombrer le nombre de façons qu'il y a, le nombre de groupes sans femmes, et on va soustraire ce nombre au nombre de groupes total. Donc il y a 56 façons de constituer le groupe, et à ça on va retrancher les groupes qui ne comportent pas de femmes. Eh bien, le nombre de groupes qui ne comportent pas de femmes, ça veut dire qu'il n'y a que des hommes. Donc autrement dit, ce serait le nombre de façons de choisir 3 hommes parmi les 6 hommes qu'on a. Donc ce serait 56 moins 3 parmi 6. Donc c'est parti, on calcule ça. Donc on aura 56, moins donc 6 fois 5 fois 4 sur donc 3 fois 2. Donc le 6, on le simplifie. Donc finalement, il nous restera 56 moins 20, soit 36 façons de constituer ce groupe. Donc il y a 36 groupes différents qui comportent au moins une femme. Alors ce nombre-là, on aurait pu le trouver d'une autre manière. On aurait pu le trouver de la manière suivante. Donc pour qu'il y ait au moins une femme, il y en a soit une, soit deux, vu qu'au maximum il y a 2 femmes. Or, le nombre de groupes qui comportent exactement une femme, on l'a trouvé à la question 3, on avait trouvé 30. Et le nombre de groupes qui comportent 2 femmes, on avait trouvé 6. Et donc là, on retrouve donc 36 façons de constituer un groupe qui comporte au moins une femme. À la question 5, on cherche le nombre de façons de constituer ce groupe si on veut qu'il comporte au moins un homme. Donc là, on va faire la même chose qu'avant. Voilà, on compte le nombre de groupes sans hommes. Voilà. Et on retranche ce nombre-là au nombre de groupes total. Alors on veut choisir 3 braqueurs parmi un groupe de 8. Et dans ce groupe de 8, il y a 2 femmes et 6 hommes. Donc dans notre groupe de 3, en fait, on se rend compte qu'il y aura forcément au moins un homme. Vu qu'il y a au max 2 femmes, donc la 3e personne, ce sera forcément un homme. Donc autrement dit, ici c'est un peu une question piège. Le nombre de groupes qui comportent au moins un homme, ce sera le nombre de groupes total. Donc autrement dit, les 56 façons de comporter, de fabriquer ce type de groupe. À l'exercice 11, on a 3 situations différentes. À la première, on a 10 personnes immunisées contre la Covid qui sont invitées à un barbecue et qui sont autorisées à se serrer la main. Et on veut compter le nombre de poignées qui sont échangées. Alors, on avait déjà compté des poignées de main au tout premier exercice de ce chapitre. Alors ici, on pourrait se dire, on choisit une personne. Cette personne, elle a à serrer la main à 9 personnes. On choisit une autre personne. Cette personne, elle aura aussi à serrer la main à 9 autres personnes, etc. Donc on se dit, on fait 10 fois 9. Sauf que si on fait 10 fois 9, là, on va compter 2 fois, on va compter le double de ce qu'on devrait compter. Pourquoi ? Si une personne A serre la main à une personne B, ça compte pour une poignée de main. Et si on fait le calcul dont je viens de parler juste avant, AB, donc A qui serre la main à B, on va le compter double si on compte aussi B qui serre la main à A. Vu que c'est la même chose. C'est pas 2 poignées de main différentes, c'en est qu'une seule. Donc ici, pour compter le nombre de poignées de main échangées, on a juste à dénombrer le nombre de couples de personnes qu'on peut former parmi ces 10. Vu que des personnes qui se serrent la main, c'est une personne qui serre la main à une personne. Donc le nombre de façons de dénombrer le nombre de couples parmi ces 10 personnes, c'est 2 parmi 10. Donc autrement dit 10 fois 9, mais divisé par 2. Donc on trouve 45 poignées de main qui sont échangées si on a un groupe de 10 personnes. À la deuxième question, on a de nouveau une situation déjà vue. Alors après les prolongations, un entraîneur de foot doit choisir 5 joueurs de son équipe de 11 joueurs pour les tirs au but. Et on cherche le nombre de possibilités qu'il y a, mais cette fois-ci sans que l'ordre de passage soit important. Autrement dit, si mes joueurs, je leur donne des lettres, voilà, si je choisis 5 joueurs A, B, C, D, E, ce 5 uplets, ce sera la même chose
que si j'inverse l'ordre des lettres. Si je mets E au début et ABCD ensuite. Donc ici, l'ordre ne compte pas. Donc j'ai à choisir 5 personnes parmi 11. Donc j'ai juste à calculer 5 parmi 11 ici. Donc j'aurai 11 x 10 x 9 x 8 x 7 sur un factoriel 5. Donc 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Je vais essayer de faire des simplifications. Alors, qu'est-ce que je peux simplifier? Donc 11, il va pas bouger forcément. 10, c'est 5 x 2. Voilà. Ensuite, 9, c'est 3 x 3, donc il restera 3 en haut. 8, c'est 4 x 2, donc je simplifie le 4, mais je laisse le 2. Et donc finalement, il nous restera au numérateur 11. 11 x 3 x 2 x 7. Et si je fais ça à la calculatrice, donc 11 x 3 x 2 x 7, eh bien je trouve 462 possibilités de choisir donc mes 5 joueurs. À la question 3, on parle d'une nouvelle discipline sportive qui est candidate au JO, qui va être testée. Il s'agit d'un mélange d'aquaponie et de water-polo, appelé Pony Pony Swim Swim. Un tournoi sportif compte 8 équipes engagées, et chaque équipe doit rencontrer toutes les autres une seule fois. Combien doit-on organiser de matchs? Alors ça ressemble un peu à l'histoire des poignées de main, la question 1. Donc un match, c'est un choix de 2 équipes. Donc pour que toutes les équipes se rencontrent, on cherche le nombre de façons qu'il y a de choisir 2 équipes parmi ces 8. Donc il y a à calculer 2 parmi 8. 2 parmi 8, c'est juste 8 x 7 sur 2, donc 56 sur 2, c'est-à-dire donc 28 matchs à organiser. Corrigeons maintenant l'exercice 12. Donc on a Mathieu, Benoît et Sylvie qui font partie d'un groupe de 10 professeurs de mathématiques. On doit former un groupe constitué de 5 d'entre eux pour assurer la continuité pédagogique au lycée. Alors la première question, on veut compter le nombre de groupes de 5 personnes qu'on peut constituer. Donc on a à choisir 5 personnes parmi 10, donc on a juste à calculer ça, 5 parmi 10. Donc on aura 10 x 9 x 8 x 7 x 6 sur factoriel 5. Donc 5 x 4 x 3 x 2. On simplifie ce qu'on peut simplifier, donc 3 x 2 avec 6. 10 c'est 5 x 2, donc il nous restera 2 en haut. On a quoi d'autre? 8, ça c'est 4 x 2, donc on simplifie le 4, il nous restera 2. Et ben c'est tout, donc il nous restera 2 x 9 x 2 x 7. Et donc ça va nous donner combien? Ça va nous donner donc 2 x 9 x 2 x 7, ça nous donnera 252 groupes de 5 personnes qu'on peut constituer parmi ces 10. À la question 2, on cherche dans combien de ces groupes peut figurer Mathieu. Alors ici, il faut reformuler la question pour bien y répondre. Donc on a à choisir 5 personnes, et on veut dénombrer le nombre de groupes qui comportent Mathieu. Donc si on a déjà choisi Mathieu, il ne reste plus que 4 personnes à choisir. Et donc il reste 4 personnes à choisir parmi combien? Vu que Mathieu est déjà pris, il reste 4 personnes à choisir parmi 9. Donc on va faire 9 x 8 x 7 x 6 sur factoriel 4, donc 4 x 3 x 2. Donc 6 c'est 3 x 2, nouveau, et le 4 on peut le simplifier avec le 4 du 8 et il nous restera 2 en haut. Donc finalement on aura 9 x 2 x 7, donc en fait c'est la moitié de ce qu'on a trouvé au-dessus, donc ce sera 126 groupes qui comportent Mathieu. À la question 3, Mathieu et Benoît souhaitent être tous les deux dans le groupe, et on cherche alors le nombre de groupes qui comportent Mathieu et Benoît. Donc là c'est le même principe, Mathieu et Benoît sont choisis, donc pour former un groupe de 5 personnes, il reste 3 personnes à choisir, alors 3 personnes à choisir parmi 8. Donc on aura 8 x 7 x 6 sur 3 x 2, donc qu'on simplifie avec 6. Donc on aura 56 groupes avec Mathieu et Benoît. À la question 4, on a le contexte suivant. Sylvie a failli intoxiquer Mathieu en lui faisant manger un cake aux légumes, et Mathieu ne supporte pas les fruits et légumes. Donc ils veulent plus en être ensemble. Combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer de telle façon que Sylvie et Mathieu ne se retrouvent pas ensemble dans le même groupe?
Donc autrement dit, on veut compter les groupes suivants. On veut compter les groupes où il n'y a ni Sylvie ni Mathieu. On veut compter les groupes où il y a juste Sylvie. Et on veut compter les groupes où il y a juste Mathieu. Donc autrement dit, on veut tous les groupes, sauf ceux qui contiennent Sylvie et Mathieu ensemble. Alors, bon, que ce soit Sylvie et Mathieu ou deux autres personnes. À la question 3, on a compté le nombre de groupes dans lesquels se trouvent Mathieu et Benoît, on a trouvé 56. Eh bien, il y aura aussi 56 groupes qui comportent Sylvie et Mathieu. Donc, autrement dit, on a juste à faire le nombre de groupes total, moins les groupes qui comportent Sylvie et Mathieu. Donc, moins 56. Voilà. Et donc ça nous donne 196 groupes qui comportent ou ni Sylvie ni Mathieu, ou juste Sylvie ou juste Mathieu. Et corrigeons enfin l'exercice 13, donc on a le contexte suivant. Dans une classe de terminale, on a 12 Covid+, parmi les 30 élèves. On choisit un échantillon de 4 personnes dans cette classe. Donc à la première question, on veut dénombrer le nombre d'échantillons différents possibles. Donc on a 4 personnes à choisir parmi une classe de 30. Donc on a juste 4 parmi 30 à calculer. Donc ce sera 30 fois 29 fois 28 fois 27 sur factoriel 4. Alors ça, j'ai pas envie de le faire à la main, on va le faire à la calculatrice, ce qui vous fera utiliser l'instruction donc de votre calculatrice. Donc on aura 30, ensuite on rentre l'instruction NCR sur Casio, et ensuite on rentre 4. Voilà, donc on aura 27 405 donc échantillons différents possibles de 4 personnes parmi un groupe de 30. À la question 2, on veut compter le nombre d'échantillons ne contenant aucun Covid+. Donc autrement dit, on veut choisir 4 personnes, mais juste parmi les Covid-. Il y a 12 Covid+ en tout, 30 élèves, donc il y a 18 élèves qui ne sont pas contaminés, donc on a juste à compter 4 parmi 18. Et 4 parmi 18, ça nous fera 3060. Donc 3060 échantillons qui ne contiennent aucun Covid+. À la question 3, on veut compter le nombre d'échantillons contenant au moins un Covid+, et on veut dénombrer ça de 2 manières différentes. Alors on va d'abord utiliser la manière la plus simple. Le contraire de contenir au moins un Covid+, c'est d'en contenir aucun. Donc pour contenir le nombre d'élèves contenant au moins un Covid+, eh bien on fait le nombre de groupes total, donc 27 405, moins le nombre d'échantillons ne contenant aucun Covid+. Donc ce qu'on a trouvé à la question 2, donc moins 3060. Et ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne 24 345. Donc échantillons qui vont comporter au moins un Covid+. Et une deuxième façon, alors, c'est de dénombrer toutes les possibilités. Donc on veut qu'il y ait au moins un Covid+, dans l'échantillon de 4 personnes. Alors, on va dénombrer le nombre de façons qui est constitué de groupes contenant exactement un Covid+. Donc il y a un Covid+, à choisir parmi les 12, et ensuite il y a encore 3 personnes à choisir, mais que parmi les Covid-. Donc il y aurait 3 personnes à choisir parmi 18. Et donc ça, c'est le nombre d'échantillons qui contiennent exactement une personne Covid+. Voilà. Maintenant, on va compter le nombre d'échantillons qui contiennent exactement 2 personnes Covid+. Donc il y a 2 personnes à choisir parmi 12, et il restera à choisir 2 personnes Covid-. Donc 2 parmi 18. Ensuite, on va dénombrer le nombre de groupes comportant exactement 3 personnes Covid+. Il restera une personne à choisir en Covid-. Et enfin, le nombre d'échantillons contenant exactement 4 personnes Covid+, et il restera 0 personne Covid-, vu qu'on veut choisir un échantillon de 4 personnes. Voilà, et donc ça vaudrait combien? Alors 1 parmi 12, ça nous donne 12, donc on aura 12 fois 3 parmi 18 à faire,
plus donc 2 par 1012 fois 2 par 1018. Ensuite 3 par 1012 fois 1 par 1018, c'est-à-dire 18. Et enfin 4 par 1012 fois 0 par 1018, donc fois 1. Et donc en faisant ça avec la calculatrice, eh bien on retrouvera le résultat précédent, à savoir 24 345 échantillons, donc qui comportent au moins un Covid+.